Je sens que la province a besoin de chemin de fer dans le nord, et que nous devons ne reculer devant aucun sacrifice pour obtenir. L'immigration nous dévore. Nos ressources restent inertes dans les entrailles de la terre. Notre bois pourrit sur le sol. Allons-nous périr au milieu de l'abondance? Non, messieurs. Pour développer notre pays, il nous faut des industries. Il nous faut des chemins de fer. Qui veut la fin doit vouloir les moyens. Toute la province est intéressée au développement du Nord. Car la prospérité d'une de ces parties fait la prospérité des autres. Si dans le Nord, on nous laisse en souffrance, toute la province et tout le pays en seront affectés. C'est ce qu'on a compris au Conseil de ville de Montréal. C'est donc le fameux curé Antoine Labelle, prêtre de la paroisse de Saint-Jérôme à partir de 1868, qui est à l'origine de cet ambitieux projet. Un projet d'une importance cruciale pour le développement des Laurentides, l'implantation d'une voie ferrée. Comment le petit train du Nord a-t-il contribué à l'essor de la région laurentienne? Pourquoi cette voie ferrée a-t-elle laissé sa place au fameux parc linéaire que fréquentent des milliers de cyclistes chaque année? Plongeons dans son histoire pour découvrir l'importance du rôle de ce train au début de la colonisation des Laurentides, plus de 180 ans en arrière. L'histoire des Laurentides débute par un rêve, celui du curé Labelle. Ce dernier connaissait parfaitement le potentiel de cette région en termes de ressources naturelles et savait ce qu'elle pourrait rapporter à Montréal, la métropole de la province. Les pays d'en haut offraient de nombreux attraits. Tout d'abord, le bois de chauffage, mais aussi la pêche, la chasse et plus tard le ski. Toutes ces richesses du territoire laurentien sont à l'origine de son développement touristique. Il faut comprendre que dans les années 40-50, les Canadiens français qui sont installés le long de la vallée du Saint-Laurent ont rempli toutes les terres. Il n'y a plus d'ouvrage. Le curé Labelle s'est dit, lui, ce qu'il faudrait, c'est un chemin de fer. Il faudrait un chemin de fer qui parte de Saint-Jérôme jusqu'à Maniwaki et jusqu'à Winnipeg. Et là, tout le territoire du Nord pourrait être peuplé par les Canadiens français qui, au lieu de s'en aller vers les États-Unis, viendraient s'établir ici. Ce n'est pas un hasard si on considérait à l'époque Antoine Labelle comme un meneur sur le plan politique, économique et spirituel. En effet, celui qui était surnommé le roi du Nord parvint rapidement à faire valider son plan auprès des autorités politiques, avec lesquelles il entretenait de bonnes relations. Cependant, en raison de la crise économique de 1873, le plan du curé de Saint-Jérôme est retardé. Parallèlement, durant cette même période, le tronçon Montréal-Saint-Jérôme est construit, ce qui permettra la liaison entre les territoires du Nord et la région montréalaise. C'est finalement en 1876 que le souhait du curé Labelle est enfin exaucé, avec la construction de la voie ferrée au départ de Saint-Jérôme. La compagnie de chemin de fer canadienne Pacifique choisit de poursuivre l'expansion de la voie ferrée et les villes de Saint-Jérôme et Mont-Laurier furent reliées en 1909. L'arrivée du petit train du Nord au tournant du 20e siècle permit d'accélérer de manière significative la colonisation de la région, qui avait déjà débuté depuis plusieurs décennies. En effet, les villages laurentiens se peuplent progressivement et des milliers de touristes empruntent le train pour profiter de nombreux attraits des Laurentides tout au long de l'année. Le chemin de fer permet de ravitailler les premiers colons et de transporter facilement du bois jusqu'à Montréal. L'essor des centres de villégiature et des montagnes de ski se poursuit jusqu'à la fin des années 1950. Dans les années 1910-1911, on a commencé à faire du ski. Mais personne ne savait skier. Puis on a commencé à trouver que c'était intéressant. Dans les années 27-28, on a instauré des trains de neige. Des trains de neige qui partaient de Montréal. Aux grandes dames des plus nostalgiques, le déclin du petit train du Nord s'amorce avec l'arrivée de moyens de locomotion plus rapides, comme l'automobile. C'est que la route était déjà beaucoup plus importante et que les gens avaient déjà pris l'habitude, beaucoup depuis longtemps, de se rendre par eux-mêmes en voiture jusqu'aux différentes pentes de ski, donc le train ne servait plus. N'étant pas subventionné par les différents gouvernements, Canadian Pacific fit le choix de supprimer son service destiné aux passagers en 1980. Après exactement 110 années de bons et loyaux services, le train, qui aura permis en grande partie de coloniser cette région au nord de Montréal, tire sa révérence en 1989. Après un ultime trajet entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme. Je l'ai vu passer à quelques reprises, c'est le son, hein? C'est le son, c'est quand vous êtes sur la route ou chez vous puis que vous entendez le cri du train, c'est comme les cloches des églises. Ça parle même si vous n'êtes pas en train de voir le train. Maintenant, le soir où le train est monté pour la dernière fois, j'étais membre d'un comité culturel qu'on venait de fonder depuis 2 ans ici à Prévost.
Et les gens de l'endroit ont dit, écoutez, le train passe pour la dernière fois, il faut y être. On s'est retrouvé une trentaine de personnes ici. Et c'est peut-être la seule fois où j'ai vu le train arriver vraiment ici. C'était à l'automne, il commençait à faire très froid. Puis le train est arrivé en venant du sud. Et puis bon, il s'est arrêté, et puis on s'est dit, il est remonté. Puis quand il est descendu dans la nuit, alors personne ne l'a vraiment vu. Mais comme il arrêtait dans chaque gare, même s'il n'y avait personne, on a eu l'occasion de voir des gens descendre, nous parler un peu. Les gens avaient rallumé le poêle de la gare. Ça a été un beau moment. C'est le moment où j'ai le plus apprécié le train. C'est le jour où il a cessé de passer. Après que les rails furent complètement démantelés, les municipalités de la région décidèrent de donner une seconde vie à cette ancienne voie ferrée. C'est ainsi que le parc linéaire du Petit Train du Nord vit le jour durant les années 1990. Ce parc protégé de 200 km de longueur appartient aujourd'hui au gouvernement du Québec, qui a dû débourser 3,5 millions de dollars pour concrétiser cette idée. À ce moment-là, le parc linéaire était reconnu comme étant le plus long parc de sport en plein air au monde. On pensait, nous, que la gare allait avoir le succès qu'elle a. Ça, on le savait. On en était sûr, et puis on aurait mis notre main à couper que ça serait le cas. Quant à la façon dont le parc linéaire s'est implanté, comme au départ, il n'était pas du tout acheté, qu'il était encore la propriété du CP, puis qu'il y avait des possibilités que le CP le vende par petits morceaux, on se disait que oui, si ça fonctionnait, ça serait une bonne chose. Mais je ne peux pas dire qu'on a rêvé longtemps en se disant « Ah, un jour, il y aura 4000 tickets qui passeront tous les jours, le vendredi, le samedi, le dimanche. » On a des compteurs qui sont situés dans des endroits stratégiques. L'année passée, on a dénombré 550 000 personnes passage sur le parc. Pour l'année au complet. À l'instar de l'ancienne voie ferrée, ce parc linéaire relie les villes de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Il est utilisé comme piste cyclable et il se transforme l'hiver en piste de ski de fond et de raquettes. Cette piste est accessible toute l'année pour les touristes et les sportifs. Le parc linéaire, le Petit Train du Nord, c'est le plus long parc linéaire en site propre. En site propre, ce que ça veut dire, c'est un parc qui n'est pas nécessairement en voie partagée. Donc, c'est un lieu, c'est l'ancienne voie ferroviaire du Canadien Pacifique. Donc, c'est un lieu qui est sécuritaire, beaucoup de diversité au niveau de la culture, les gares, le sentiment de sécurité. C'est tous des éléments qui font en sorte que ça attire beaucoup de monde. Pour ce qui est des anciennes gares, seulement 9 des 21 gares d'origine ont pu être conservées et reconverties en restaurants, en boutiques ou en office de tourisme. En ouvrant la gare, malgré le fait que c'était interdit, qu'on n'avait pas le droit d'y entrer, on y est entré, on a déplacardé la gare et on a commencé à être ici au moins les fins de semaine parce que les gens avaient déjà commencé à circuler sur la voie ferrée même avant qu'on enlève les rails. Et on les accueillait et on faisait du café, puis on leur offrait de la soupe. Puis, alors on a été jusqu'à 80 personnes, membres du comité de la gare. Alors, il y avait beaucoup de gens qui y participaient. Ça nous a permis de se présenter à la ville de Prévost et de faire valoir quand ils ont autorisé la démolition de la gare, parce qu'ils l'ont fait, ils ont autorisé la démolition de la gare, que non seulement on pouvait la rénover, mais qu'elle pouvait retrouver des fonctions sociales qui étaient importantes. Et là, comme il y avait énormément de personnes à l'Assemblée, c'est sûr que la municipalité s'est sentie un peu mal prise. Et là, elle a réfléchi à la position, puis elle a finalement annulé le contrat de démolition. Plus d'une vingtaine d'années après sa disparition, le Petit Train du Nord demeure solidement ancré dans le patrimoine laurentien, ainsi que dans les mémoires des personnes ayant connu l'époque de cette locomotive à vapeur. Le train du Nord a perdu le Nord, rendu l'autre bord. Le train du Nord a perdu le Nord, et c'est pas moi qui va le blâmer, non, non, non.